Sa musique a fait le tour du monde. C'est un DJ réputé pour ses mix de house puissantes, éclectiques et mélodiques. Il a joué dans les clubs les plus prestigieux du monde. Il a été le DJ privé de Karl Lagerfeld pour ses défilés. Il a 4 albums à son actif. Je reçois Charles Schillings. Bonjour Charles. Bonjour. Bienvenue dans Derrière le style, le plus grand défilé de style de tout YouTube. Comment as-tu débuté ta carrière de DJ ? Quel a été l'élément déclencheur ? C'est amusant parce qu'il y a vraiment un élément précis que tu n'as pas dû connaître, mais c'est les dessins animés des Jackson 5 que je regardais quand j'étais gamin. Je me suis identifié à quelqu'un qu'on connaît, Michael Jackson, et il y a eu un dessin animé où il y avait un DJ, et j'ai été DJ de ma première communion à 11 ans. Les premières fois que tu mixais ? Que je mixais, c'était évidemment face à la famille uniquement, mais mon premier contact avec un dance floor qui était un peu acquis à ma cause, vu que c'était que la famille et que j'avais 11 ans, donc c'était sympa. Mais donc ça, c'est l'élément déclencheur depuis que tu es tout petit, depuis, tu sais que... Depuis petit, puis petites soirées d'école, petites soirées privées, et ça a toujours été là, même jusqu'à la fin de mes études, que j'ai arrêté à 25-26 ans. Et tu as fait quoi comme étude ? Philologie germanique. Ça n'a rien à voir. Rien à voir, absolument rien. Je dois passer une agrégation pour être prof d'allemand, néerlandais ou anglais. Mais c'est un peu la condition de mes parents pour pouvoir justement continuer ce hobby de la c'est musique. souvent comme ça. Voilà, c'est souvent comme ça, ouais. Qu'est-ce qui t'a fait connaître ? Quel était... Quand je dis l'élément déclencheur, c'est vraiment ce qui t'a lancé. Sur une scène nationale, parce que j'ai eu mon passif, mon expertise première en Belgique, ça a été les clubs comme le Café d'Anvers qui avait une réputation européenne. Mais ce qui m'a fait vraiment connaître le plus, c'est mon arrivée. Je suis arrivé en 92-13 à Paris. C'est vraiment Paris, la signature dans une maison de disques, le Queen, et la signature pour la maison Lagerfeld, pour les défilés de mode, qui m'a fait basculer quand même. Il y a une rencontre entre deux qui... Ouais, c'est un peu lié parce que j'avais une ancienne petite amie qui était venue de Belgique à Paris pour faire des études de mode. Et voilà, l'univers de la mode est rentré via elle. Elle a travaillé chez Chanel, etc. Donc je pense que mon nom a circulé pas mal. Et puis à un moment, dans les années 90, les DJ ont été un peu ce qu'on appelait la mode de la mode. Donc c'était bien de travailler avec un DJ. Et de fil en aiguille, voilà, on a... Ça t'intéressait toi la mode ? Ouais, depuis toujours, oui, via ma copine justement qui était très orientée mode toujours. Et puis quand on est DJ, etc., le soir, la nuit, il y a toujours ce côté bien habillé. L'habit fait le moine quelque part, parce que même il y a des anecdotes où certains clubs où vous ne pouvez pas rentrer. Et le fait de changer de silhouette, de se looker différemment, faisait qu'on faisait rentrer des gens même gratuitement parce qu'on était bien habillés. Donc la mode donne un pouvoir quelque part parfois. Moi je dis que les habits c'est le premier moyen de s'exprimer. Avant même de voir la personne ou de l'entendre parler. Comme en gastronomie avec l'œil, c'est toujours le regard du plat qui va donner un appétit ou pas, donc c'est la même chose. Tu as développé une carrière internationale impressionnante avec des résidences dans des clubs prestigieux tels que le Café d'Anvers et le Queen, ainsi que des émissions de radio renommées comme Ibiza Global Radio. Peux-tu nous parler de tes expériences marquantes pendant cette période ? Le côté clubbing qui est intéressant, c'est surtout le côté international de la musique et d'arriver à trouver un style qui soit direct, personnel et qu'on n'entend pas ailleurs. Donc ça développe un peu une personnalité, une recherche musicale. Le Café d'Anvers, c'est amusant parce que j'étais le premier DJ, je pense, francophone. C'est un club néerlandophone et en Belgique, tu sais, il y a les Flamands et les Wallons, ça s'entend pas trop bien. Et justement, avec un talent et une musique un peu universelle, ça fait qu'on a pu rassembler un peu les deux. J'étais le seul DJ francophone à jouer chez les Flamands, donc ça donne aussi quelque chose de culturel et social, de montrer que la musique peut rassembler, fédérer. Les expériences d'Ibiza Global, souvent des musiques instrumentales qui fait qu'elles peuvent traverser un peu les années de manière intemporelle, les frontières, ça parle à tout le monde. Le Queen, forcément aussi, qui est pour moi peut-être la plus grosse expérience de ma carrière professionnelle parce qu'elle a duré déjà 6 ans, et qu'en plus c'est là où j'ai rencontré le studio Lagerfeld qui sortait un vendredi, qui a écouté ma musique et qui a envoyé quelqu'un pour venir me trouver, me faire cette proposition justement de devenir sound designer pour la maison. Comme j'étais en train de mixer, j'ai pas été très agréable avec la personne qui est venue me trouver parce que je pensais que c'était un canular. En fait, je me dis, c'est ça, c'est une blague, c'est quelqu'un qui me demande oui, je viens de chez Lagerfeld. Je veux juste parler avec moi. Voilà, je pensais que c'était ça, et le directeur du Queen est venu me trouver en me disant mais tu sais qui c'est effectivement, c'était quelqu'un qui s'appelait Arnaud Maillard qui était venu me trouver, donc je l'ai rappelé. J'ai eu un rendez-vous une semaine après et ça s'est fait comme ça. Ouais. Toi, t'as commencé à faire de la house ? J'étais même plus techno presque au début en 89, et après j'ai fait un voyage en Italie où j'habitais pendant 6 mois. J'ai fait une saison d'été où j'ai vu les DJ italiens, où j'ai vraiment compris le professionnalisme. Moi je pensais que j'étais un gros DJ belge, et quand je suis allé en Italie, j'ai compris que je devais retourner travailler un peu parce que c'était bien plus développé techniquement ce qu'on faisait. Et c'est vraiment en 91-12 où j'ai décidé de devenir vraiment spécialiste de deep house et de house music. Tu viens de le dire, mais donc ton style musical mélange des genres variés, allant de la house puissante à des sonorités rock, électro-funk, soul,
soul et disco. Ouais. Comment as-tu développé donc cette approche éclectique et comment cela se reflète-t-il dans tes mix? Il y avait un club belge où j'ai commencé à Liège qui s'appelle La Chapelle et un DJ qui s'appelle Bernard Develer qui est un peu mon mentor un peu par rapport à l'éclectisme justement, et de voir que plutôt que d'être généraliste on pouvait être plurispécialiste. Donc je préfère cette appellation-là parce qu'on ne joue pas des morceaux que tout le monde joue, mais dans chaque style on va chercher des morceaux un peu différents qui ne sont pas mainstream et qu'on a envie de faire découvrir. Donc il y a ce côté joie de la découverte qui donne un ton particulier. Et je vais citer un peu quelqu'un que j'aime beaucoup qui a été très important dans ma carrière, c'est David Bowie. Je sais pas si tu connais ce morceau qui s'appelle Sound and Vision, donc ça mélange vraiment l'ouïe et la vue, le regard. Et dans toute sa chanson on dit que c'est indissociable. C'est sorti en 77 et effectivement quand on joue un morceau, s'il est accompagné de stroboscope dans une boîte noire ou si la lumière est assez douce, un peu dans les tons d'orangé, on ne va pas avoir le même ressenti. Et toute la période, allez, de 82, comme on faisait des séquences, si tu veux, d'abord il y avait des morceaux un peu commerciaux, un peu disco, un peu funk, etc. Donc on joue un peu de tout, mais il y a toujours un morceau qui fait basculer d'une catégorie à l'autre, qui est un peu hybride. Et moi j'ai toujours étudié ces morceaux justement qui faisaient que la piste ne se vidait pas et qui gardaient tout le monde, comme des morceaux des Clash, Magnificent Seven, One Bites the Dust, des morceaux comme ça, où il y a une influence rock, funk, etc. dedans. J'ai vraiment essayé moi de développer tous mes choix musicaux en étudiant ces morceaux qui sont charnières, qui sont super importants pour un DJ pour gérer une piste de danse. Puis de s'orienter vers un style... Enfin, on a plein de choix, ça laisse une certaine liberté aussi dans la création. C'est tellement infini, la musique, comme les couleurs, comme les métissages, les assemblages qu'on peut faire. Et c'est un peu indissociable, parce qu'une émotion ressentie, tu vois, si on regarde le Mont Blanc, qu'on écoute Herbie Hancock, si on écoute le même morceau sur les quais de Seine le soir, à Paris, on va pas du tout vibrer de la même manière. C'est exactement le même morceau, donc chaque morceau, que ce soit la mode, la manière dont on est habillé, la manière dont un club est éclairé, va faire que la musique va changer. Et quand on est sound designer, le choix d'un morceau aussi va faire qu'en fonction d'une tenue de prêt-à-porter assez simple ou d'une robe de haute couture où il y a eu des milliers d'heures avec de la haute broderie d'art de chez Le Sage avec des pierres, etc., va faire qu'on va choisir forcément un morceau totalement différent. En tant que DJ très proche de l'univers de la mode, tu as orchestré les grands défis donc des créateurs comme Karl Lagerfeld, Alexandre Vauthier et même Céline. Comment es-tu devenu impliqué dans cet aspect de l'industrie de la mode? Et en fait, quelle était ta relation avec cet univers? On va parler de la maison de Karl Lagerfeld d'abord, vu que ça a été le plus... Il fait partie du décor, donc ça va. Ouais, puis ça a duré plus de 20 ans, tu vois, donc la collaboration c'est la plus importante pour moi. C'est surtout, je pense, le niveau d'exigence, de recherche du détail, de mélanger des choses auxquelles on ne pense pas toujours, parce que ça peut être tellement différent aussi d'un couturier à un autre. Tu vois, soit c'est composer une œuvre originale de 12 minutes qui monte, soit c'est on a fait des défilés que autour de Prince, que autour de Marianne Faithfull, que de Leonard Cohen, donc un seul artiste et qu'on remixe un peu, soit des morceaux choisis qui peuvent être très différents, faire des rythmiques entre, tu vois, le bruit du sabot de cheval entre le sable et l'eau, de faire toutes ces rythmiques avec ça c'était Karl Lagerfeld, ou les gens qui marchent sur la banquise, le croquant de la neige. Normalement on pense pas à ça quand on est en studio toujours, mais c'est ça qui est génial parce qu'après il y a forcément une interaction entre mes banques que je vais avoir après pour faire de la prod, ça me donne plein d'idées aussi. C'est un changement de vie, de transitionner comme ça. Oui, pour moi c'est une des périodes les plus valorisantes et les plus importantes de ma carrière, parce que quand on est DJ dans un petit club régional à Liège en Belgique, quand on arrive déjà à Paris c'est super. Quand on est à Laval, il y a la caution de Karl Lagerfeld, donc forcément on a les paupières qui ne battent pas pendant 2-3 jours. Mais tu faisais les défilés, les musiques des défilés. Ouais. Tu faisais des soirées. Des albums, des compilations, etc. Donc moi je fais des émissions de radio. C'est une question qu'on m'a souvent posée, pas beaucoup, mais en même temps j'ai pas besoin de beaucoup de sommeil, j'ai toujours dormi très peu, beaucoup étudié même la nuit parce que j'aimais bien d'être dans un univers très, très silencieux parce que c'est plus simple pour la concentration, pour plein de choses. Et puis moi je pense que la musique c'est tellement génial que la brider ça sert à rien, tu vois, et elles sont un peu toutes reliées, je trouve, d'aller dans un magasin de vinyle à Londres, de trouver quelque chose quand on est en train justement de chercher de la musique pour un défilé, je dis ça justement c'est exactement ça, et le défilé fait qu'on va produire un morceau et qu'on va le rejouer à la radio, tout fonctionne en même temps. Tu as créé les musiques pour les magasins, il me semble. De Céline aussi, Comment on s'y prend? Parce que j'étais aussi directeur artistique d'une maison de disques à un moment, et comme j'avais signé le projet de l'Hôtel Coste, c'est un peu une musique aussi d'habillage, c'est une musique de boutique qui doit rester assez neutre, qui doit être en fond, donc c'est pas une musique qu'on va écouter, c'est plus une musique qu'on va entendre. Et à partir du moment, il y a des échanges avec
avec les personnes qui me donnent un ton. C'est plutôt pop, calme, etc. Et puis moi, comme j'ai pas mal de culture musicale, je peux faire des... Bon, c'est vraiment une succession de morceaux. Ça va pas être le plus amusant. C'est sympa, mais on a moins de pression que sur un défilé où on diffuse en live un moment 12 minutes, où il y a toutes les caméras, toutes les télés du monde qui regardent en direct, où on est au casque avec et la topeuse, et les ingé-sons, et l'équipe technique, où il faut lancer des morceaux pour la robe de mariée, pour le final, pour tout, où on est à la seconde. C'est un peu différent. Il y a beaucoup de boutiques qui auraient besoin de musique comme ça personnalisée. Oui, c'est vrai que souvent on entend un peu les mêmes morceaux partout, ça c'est un peu, un peu dommage. Alors peut-être que maintenant l'intelligence artificielle va faire tout ça mieux que nous, hein. On sait pas. Ça te fait peur, toi, en tant que DJ Non, j'ai jamais eu peur de rien, donc je vais pas commencer, hein. Ce serait dommage. Après avoir travaillé avec Pshent, oui. Depuis 17 ans, tu as récemment créé ton propre label, Off the Records. Peux-tu nous parler de ta décision de pourquoi tu as créé ton propre label et tes objectifs pour ce nouveau projet? Ça a été fait un peu par la force des choses, parce que le label a été racheté, et puis que co-partenaire et éditeur, producteur n'est plus de ce monde, et que voilà, ça c'est, voilà, on n'a pas trop eu le choix. Les outils maintenant de distribution, de mise en ligne, la dématérialisation justement des supports de musique fait que c'est tellement simple maintenant de devenir autonome, indépendant. Il n'y a pas 50% à donner à un éditeur, il n'y a pas 50% à donner à un producteur, il n'y a plus la fabrication du vinyle et de récupérer des invendus, de les stocker, etc. Maintenant j'ai un studio à la maison et je fais tout seul, je mets en ligne. Beaucoup de monde fait la même chose, et c'est pour ça que je dis qu'il faut passer beaucoup de temps à écouter, parce qu'il y a beaucoup de musiques qui sont un peu jetées comme des bouteilles à la mer. Mais c'est quand même mieux d'avoir 100% de ces rentrées après que de les disperser. C'est un peu Et tes objectifs pour ce nouveau projet, ils sont axés sur le conseil et la création en design sonore et musical? Ouais, un petit peu aussi, parce que je me dis, comme tout est lié, moi je dis le label, c'est surtout pour avoir une entité et une facturation, donc c'est des problèmes un peu pratiques. Mais sur évidemment les choses que je propose, ça va de faire une soirée, ça va de tout l'accompagnement d'un artiste que je vais signer, qui va m'amener un piano-voix, de l'imaginer plutôt produit de manière alternative, plutôt pop-rock, plutôt électro, et de faire toute la direction artistique et le suivi jusqu'à la production et la réalisation et la distribution d'un titre ou d'un album, comme de faire un défilé. Le dernier que j'ai fait, c'est pour la lingerie française l'année dernière. Et voilà, c'est un peu tout ça. Donc ce sont des objectifs qui sont très variés, et il n'y en a pas un où je me dis c'est ça que je veux faire. Moi je propose vraiment pas mal de choses différentes. Éclectique. Exactement. Tu as collaboré avec de grandes marques telles que Louis Vuitton, Armani, Calvin Klein en créant des illustrations sonores, des musiques originales et des compilations en édition limitée. Comment abordes-tu ces collaborations et comment combines-tu ta créativité musicale dans l'univers de chaque marque? Chaque marque a déjà une identité, une image, et c'est souvent au fil de rencontres avec les gens des studios respectifs ou du couturier. Tu vois, avec Céline, c'était Ivano Mazic à un moment, qui était ultra fan de Leonard Cohen et qui ne jurait que par ça. Et donc, du coup, c'était assez simple de trouver des choses comme ça. Il y a eu Thierry Mugler aussi, où j'étais presque un exécutant, parce qu'à chaque fois qu'il y avait une collaboration, il me donnait un storyboard avec le timing des morceaux, mais choisi par lui à la seconde. J'étais juste un monteur presque à un moment. Il n'y a pas ton mot à dire comme celle-là. Ouais, non, il y a eu plein de choses différentes, mais c'est souvent un échange personnel humain où on doit vraiment ressentir et choisir la meilleure façon de mettre en valeur. C'est ce que je dis, si on a une maison qui fait des robes par exemple très 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 chargées, on va être plutôt abstrait et privilégier le minimalisme dans la musique, que justement l'œil soit pas dérangé par trop d'informations musicales, et à contrario du prêt-à-porter, on peut avoir des choses plus chargées, même classiques, pour prendre le contre-pied, le contraste complet, pour mettre en avant quelque chose de plus urbain. Donc tu parlais au directeur artistique des maisons. Je suppose qu'il y a quand même eu des demandes assez particulières, parce que les directeurs artistiques sont connus quand même pour des fois partir un peu... Oui, par exemple, voilà, on se situe exactement entre le blanc et le noir, mais le gris est interdit, tu vois, donc ça c'est ce genre de choses. Je dis ouais, ok, d'accord, bon. Là, par exemple, tu vois, le bruit des sabots de chevaux, quand on veut regarder sur une banque sur internet ou ce qu'on appelle SoundSnap, de trouver le bruit d'un sabot de cheval entre l'eau et le sable, du coup moi j'ai pris un train, je suis allé en Camargue à Bauduc, j'ai acheté des micros et on est allé faire une balade sur des champs en Camargue pour les enregistrer nous-mêmes, parce qu'on n'en trouvait pas autrement. Donc c'est assez singulier de se retrouver sur un cheval en Camargue, tu vois, à Sainte-Marie-de-la-Mer pour faire un défi. Juste pour trouver le son. Ouais, mais c'est drôle en même temps aussi. Puis on a enregistré aussi le bruit du crapaud pendant la période de reproduction, qui fait un bruit très particulier à une période de l'année. Ça aussi, pour le trouver, c'est pas facile. Et par exemple, si on veut parler de Karl Lagerfeld, tu vois, comme il est aussi photographe, j'avais demandé à Caroline Lebar de voir si c'était possible qu'il fasse la pochette de mon album. Donc c'était un peu particulier. Donc ça a été validé, sauf qu'il fallait que j'ai une idée
suffisamment surprenante et de qualité suffisante que pour plaire à Karl Lagerfeld pour qu'il accepte. Donc j'ai réfléchi à une idée pendant très longtemps, 3 mois à peu près, et j'avais trouvé un vinyle, ce qu'on appelle l'acétate, donc c'est le premier vinyle où il n'y a pas de sillon, de le tenir en face de moi, et du coup il y avait un miroir un peu mystérieux, noir, et je propose à Karl d'être derrière et de shooter mon reflet de moi dans un vinyle pour avoir quelque chose de sympa. Je lui dis avec ça, normalement ça doit passer. Et j'arrive avec mon idée, donc toujours un peu timide devant Karl Lagerfeld, et j'exprime mon idée, et avant que je termine, il dit oui mais c'est pas mal, mais il faudrait rajouter un CD au milieu pour avoir le reflet, le digital, l'analogique, hein, qu'est-ce que vous pensez pour avoir le double reflet? Et en une seconde, et tu vois, et c'est là que tu dis ouais, il y a peut-être quelqu'un de beaucoup plus brillant que moi qui va me faire justement pousser mon niveau de satisfaction d'arrêter beaucoup plus tard que prévu, tu vois, de penser d'avoir un coup supplémentaire à chaque fois. Et voilà, donc c'est ce qui est génial pour quelqu'un de DJ en général, c'est de pouvoir avoir l'occasion de bosser avec des gens autant brillants que ça pour faire avancer le souci du détail. Je pense que c'est le niveau d'exigence. C'est la rencontre la plus importante dans ta carrière. De loin, ouais, carrément. Ouais. J'imagine, on doit apprendre tellement de choses. Bah ouais, c'est assez bluffant quand même, hein, de voir un niveau comme ça, de rapidité de cerveau. Moi, ça m'a toujours fasciné. Ah oui, bah, j'aurais aimé aussi pouvoir les découvrir, hein, mais... Ouais, puis j'ai pas eu l'occasion non plus d'être très souvent à ses côtés, d'avoir l'occasion justement d'échanger, passer beaucoup plus de temps avec les équipes que forcément avec l'agenda de quelqu'un comme ça, mais c'est la personne la plus brillante que j'ai rencontrée. Tu as sorti plusieurs albums, dont It's About en 2002 et Not Correct en 2004. Peux-tu nous parler de l'évolution du coup de ton style musical à travers ces albums? C'est vrai qu'au début, c'est toujours des collaborations, parce que comme je le disais, moi j'étais pas vraiment un programmeur de musique à mes débuts, ni un instrumentiste ni un musicien. C'était beaucoup de travail d'équipe, même si c'était mon nom qui était un peu porteur des projets. Et on remarquera sur le premier album qu'il y a plus une influence de DJ funky house, disco. Ensuite, ça a un peu évolué. J'ai voulu revenir à mes débuts, justement, de DJ dans les années 80. Et l'influence, parce qu'on a toujours besoin de conceptualiser un album en général, était plus électro-rock. Et voilà, c'était un peu... Et ces 2 albums, d'ailleurs, c'est Karl Lagerfeld qui a fait les pochettes. Et de se dire aussi que comme, voilà, cette personne va faire la pochette, il faut que le contenu soit quand même, soit quand même pas mal. Il y a une autre pression. Ouais, voilà, ouais. Et puis de dire qu'on est shooté dans un studio et que juste après c'est Vanessa Paradis et Nicole Kidman qui sont shootés, donc c'est aussi, tu vois, c'est pas rien. Mais l'évolution se fait aussi au travers des modes de ce qui se passe. Electroclash est arrivé juste après, et comme forcément le côté house, disco, funky que je faisais pendant 2 ans, c'est sympa, mais on a toujours envie d'aller un peu plus loin, d'aller ailleurs, et puis la curiosité, et comme moi j'aime autant tous les styles musicaux, on a envie un peu d'essayer de s'exprimer en production au travers de chacun. Donc si mon album précédent va être un peu plus black music, le suivant sera plus white. S'il y a moins de voix, il y en aura plus dans le suivant. C'est un peu lié, et on a toujours envie de faire des choses un peu différentes. Tu as mixé dans des clubs, pour des soirées, mais je me demandais, est-ce que tu as déjà mixé dans des festivals? Oui, j'en ai fait. Un des premiers que j'ai fait, ça s'appelait Bresaola à Rome, et on jouait devant 15 000 personnes quand même. Ça va être impressionnant quand même. Ouais, c'était, en plus il y avait Bowie et Eros Ramazzotti qui jouaient au même endroit, donc on a joué sur le même sound system. J'ai fait les Francopholies aussi en Belgique, j'ai fait pas mal de festivals, j'ai joué à Bercy aussi devant 18 000 personnes avec Carl Cox et des gens comme ça. C'est pas là où je préfère jouer parce que les sets sont très courts, il y a beaucoup d'artistes et l'énergie doit monter à chaque fois, donc c'est un exercice un peu différent. Moi je suis plus à l'aise justement si je suis all night long et que je joue de minuit à 5-6 heures où je peux justement présenter les styles différents que j'aime bien. Et la période pour moi la plus importante, c'est justement le début de soirée où les gens arrivent pour donner le temps et de les recevoir et pour pouvoir monter. Il n'y a rien de pire que quand on va jouer quelque part, qu'il y a un DJ résident qui est tout fier et qui met tous les tubes au début en te regardant avec un grand sourire et puis mais... T'as déjà imaginé mixer à Tomorrowland? Oula, je pense pas que ce soit vraiment fait pour moi. Ça peut être sympa, mais c'est quand même un gros festival très très industriel où il y a presque 400 000 ou 1 million de personnes, c'est complètement délirant. Mais c'est plus à dance floor avec des gens qui ont des iPhones et qui regardent et que quelque chose de construit à platiste. Oui, je suppose qu'à l'époque c'était pas ça. Moi les premiers non, parce que c'était surtout les décors féeriques et qui sont complètement hallucinants. Le fait d'avoir un restaurant 3 étoiles et d'avoir... j'ai mixé la première édition d'ailleurs. Ok. C'est vrai, le tout premier, il n'y avait pas grand monde. Aujourd'hui, ils ont même déménagé parce que le site est trop petit pour ce que c'est devenu. En plus de ta carrière musicale, comment définirais-tu ton style vestimentaire?
personnel et comment reflète-t-il dans ton identité d'artiste? Ça dépend des phases, de combien je pèse ou pas, ce que je peux mettre. Ah non, je rigole. Non. Mais non, moi je suis assez simple, c'est assez sobre, de plus en plus forcément. Et, tu m'as dit que la soirée, tu t'es fait des soirées un peu plus chic, t'as dû faire... Non, mais j'étais un peu extrême par moment, hein. Je pouvais être, tu vois, torse nu avec un gilet de Galliano ou Jean-Paul Gaultier avec les cheveux décolorés quand j'avais une trentaine d'années et que j'étais un peu plus... voilà ce que je dis, puis j'étais un peu comme ça aussi. Et puis là, non, maintenant je suis beaucoup plus sobre, ça peut être chemise blanche, jean, veste, unie, ça, voilà, ce serait plutôt classique, ouais, non, de plus en plus classique, plus simple. Ouais. Donc t'as fait plus extravagant, plus jeune et aujourd'hui voilà, ouais. Plus calme. Voilà, c'est exactement ça. Pour conclure, quelles sont tes perspectives d'avenir dans l'industrie de la musique et de la mode? As-tu des projets ou des collaborations excitantes sur lesquelles tu travailles actuellement et que tu pourrais partager avec nous? Là, pour le moment, je suis plutôt dans une phase où je produis des artistes en studio. J'ai aussi une émission de radio que je produis toute la semaine, donc qui prend pas mal de temps. Okay. Donc j'ai un clip qui va être réalisé, j'ai beaucoup de projets de production, beaucoup plus, mais un projet très spécifique dans la mode pour le moment. C'était avant ça. C'était plus avant, effectivement. Et tout dépend aussi des styles musicaux qui reviennent à la mode, parce que moi je vois, tu vois sur les gros médias, c'est le retour de l'Eurodance des années 90, on n'y aurait jamais pensé, donc forcément, bon. L'année dernière, il y a le retour de la Deep House, donc du coup j'ai beaucoup plus travaillé justement sur certains défilés en plus, et on verra un peu comment la musique évoluera et ce que ça donnera, mais je te tiens au courant dès que j'ai quelque chose. Parfait. Merci Charles. Je t'en prie. Merci d'être venu nous voir et surtout d'être venu percer le mystère qui se cache derrière le style de Charles Schillings. Mes petits stylés, je compte sur vous pour liker, commenter et surtout vous abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, le style c'est comme le wifi, plus c'est fort mieux c'est, mais parfois il faut vraiment le chercher pour le trouver.